merci pour me présenter. Je dois dire que j'ai travaillé avec plusieurs étudiants de fin d'études comme Zalowski, qui est Daniel Zalowski, qui est un prof en Angleterre, et aussi Zach Heppel, qui s'est diplômé récemment. Donc, cette recherche a porté surtout sur la violence, mais aussi, on a commencé à avoir d'autres, ça s'est aussi porté sur le harcèlement dans le hockey au Canada. Donc, les formes que ça prend, qui est impacté, les formes que ça prend. Et je pense que ça va très bien, c'est un très bon segue, un très bon suivi après le panel qu'on vient d'avoir, parce que ça implique aussi les arbitres. Et aussi pourquoi ça se passe et qu'est-ce qui peut se faire pour l'empêcher dans une certaine mesure ou dans la meilleure mesure possible. Il y a eu trois grandes phases dans notre recherche. La première, c'était une analyse de cas légal où on a étudié plusieurs actes de violence, dans ce cas-ci de la violence physique, définie comme un assaut. Et c'était le point de départ où les politiques de code de conduite dans les actions de hockey mineur, dans 58 différentes politiques pour étudier ce qu'elles contiennent et aussi parler aux gens sur leur efficacité de ces politiques. Donc, la troisième phase, la plus importante de notre étude, on a fait 122 entretiens avec des gens impliqués dans le hockey dans tout le pays, y compris des coachs, des arbitres, des ex-joueurs, beaucoup de parents et beaucoup de gens qui travaillent dans les arénas, des administrateurs d'équipe. Donc vraiment beaucoup de monde pour essayer de répondre à aux questions que nous avions. Alors, le point de départ, c'était découvrir ce qui se passe, quelle forme ça prend, qui en souffre, qui est impacté par cette violence. Et ce qu'on a découvert, c'est que, en faisant cette analyse légale, ce qu'on a trouvé, c'est que on a trouvé pas mal de violences physiques, mais aussi quand on a commencé à parler aux gens pendant les entretiens, la plupart des gens ont répondu qu'ils avaient vu de la violence physique, mais pour la plupart, c'était surtout du harcèlement, de la violence verbale, l'intimidation, des menaces de violence spécifiquement dirigées vers certains groupes de personnes. Donc, surtout les parents harcelant verbalement les arbitres et à un moindre degré les entraîneurs. Donc ensuite c'était les parents entre eux qui est des altercations entre eux. Et ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de ces altercations étaient entre les parents au sein d'une même équipe qui se disputaient les uns avec les autres, mais aussi entre équipes, évidemment. Quelques cas de violence physique entre adultes, spectateurs et joueurs, et aussi du harcèlement de jeunes athlètes. Et une découverte intéressante, c'est de voir l'âge très jeune où c'est prévalent. C'est presque dans les groupes les plus jeunes que ça se passe, vers 7 ans que ces choses se passent, même la violence physique. Donc, et puis, les plus hauts niveaux entre 7 et 11 ans. Donc, assez jeunes, hein, des groupes d'âge très, très, très jeunes. Et les facteurs contributifs, c'est là où les parents sont le plus impliqués et qui, dans certains cas, sont sur-impliqués. Il y a aussi quelques exemples de travailleurs dans l'aréna qui sont impliqués et qui subissent le harcèlement, la violence, les gardes, destruction de la propriété dans ces arénas. Pour savoir, on n'a pas fait une analyse quantitative de la prévalence, mais on a demandé à 22 participants et tous ont
aux 122 participants, tous, eux, ont vu la violence physique, mais c'était pas courant, que sur 10 ans, ils l'ont peut-être vu une ou deux fois. Alors que en termes d'harcèlement verbal, d'intimidation, de menaces, la plupart ont dit que c'est un truc qu'ils voient tous les jours. C'est pas tous les parents qui le font, mais typiquement, il y a un groupe de parents ou un parent dans une équipe qui le fait tous les jours. Certaines équipes ont la réputation de faire ça plus que d'autres. Et dans certains endroits aussi, bien qu'on n'ait pas réussi à vraiment délimiter les endroits où c'était les plus chauds, où les choses sont beaucoup pires que d'autres. Donc, tous nous ont répondu qu'il y avait une haute prévalence de harcèlement verbal. Tous les participants ont répondu que c'était un problème assez grave qui justifie que quelque chose soit fait dans le hockey mineur pour remédier à ce problème. L'autre chose que je dirais, qui se raccroche aussi à ce que disait le panel antérieur, c'était que en termes de qui a le plus de chances de quitter le sport à cause de ces... Where we thought maybe it would be athletes, young athletes in particular, that wouldn't handle what was going on. Well, there were very few reports of athletes leaving the sport because of the conduct of people in the stands, and particularly parents in the stands. Although that might be a sort of somewhat of a limitation of our sampling and research design, because we talked to the players that we talked to were adults reflecting back on when they were younger. And so they're ones that stayed in the sport and they weren't necessarily aware of, and other participants weren't aware of people who left. Donc, ils n'étaient pas au courant. Donc, ce que nous avons vu, c'est beaucoup de rapports d'officiels et de coachs, d'arbitres et de coachs qui étaient les deux groupes principaux qui ont laissé tomber le hockey mineur à cause des difficultés émotionnelles de faire face à des parents agressifs, mais la plupart des étudiants ne disaient pas qu'ils voulaient quitter. Ils parlaient plutôt des défis qu'ils avaient et ils savaient que d'autres personnes avaient cette difficulté. Il y a des parents qui ne voulaient pas nécessairement sortir leurs enfants du sport, mais des fois, c'est un parent qui va dire simplement « Je ne peux pas aller au match de mon fils ou de mon enfant parce que l'enfant est comme un peu laissé à lui-même, parce que le parent n'est plus capable d'interagir. C'est devenu trop toxique, trop hostile pour eux. » Alors, un autre point que nous avons fait dans les années, quand on a fait les projets, on est rendu aux entrevues, on faisait le coding, ça n'était pas encore finalisé. Beaucoup du travail que nous faisons présentement, c'est d'explorer les facteurs contributifs et aussi de savoir c'est quoi la raison pourquoi ça se passe. Alors, souvent, on explorait qu'est-ce que les participants eux-mêmes disaient. Et aussi, on essayait d'appliquer des concepts ou des théories à ce qu'ils disaient pour essayer de capturer les facteurs contributifs. Donc, la raison la plus commune que les joueurs de hockey ont dit pourquoi il y avait de l'agression parentale, c'était premièrement parce qu'il y avait une implication excessive et des attentes irréalistes des parents. Ils pensent que leurs enfants vont atteindre des niveaux de joueurs NHL, donc ils sont très investis dans le sport pour l'enfant et le progrès à travers le sport, et ils peuvent devenir très en colère lorsque les choses ne se passent pas comme ils voudraient. Ils pensent que le coach ne donne pas le temps sur la glace que l'enfant mérite et ça culmine vers la rage. Ils pensent que les coachs ne coachent pas de façon appropriée pour les amener au prochain niveau. Donc, si les officiels font des décisions qui les mettent sur le banc, ceci peut mener à un environnement hostile. Donc, il y a aussi l'autorité parentale qui se pense tout permis. Donc, surtout au Canada,
souvent les gens vont rapporter que c'est les parents qui ont le gros bout du bâton parce que c'est eux qui payent les frais et ils pensent que leur association, comme les coachs et les officiels, ne trouvent pas qu'il y a de structure de soutien derrière eux parce que quand les parents se fâchent, il y a comme un sens de pouvoir. Ils ne peuvent pas leur répondre, ils ne peuvent pas discipliner les parents parce que c'est eux qui payent. C'est eux qui payent leur salaire. C'est eux qui poussent un peu le hockey mineur. Donc, ça vient avec un degré de « il se croit tout permis » et les parents exploitent cela à une certaine mesure, dans une certaine mesure. Donc, ce qui est intéressant dans l'étude, c'est que la grande majorité de la violence est faite par des hommes. C'est des hommes qui sont impliqués dans les actions agressives. Il n'y a que 65 cas au niveau juridique. Un seul de ces cas implique une femme. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que la majorité des hommes qui se sont impliqués là-dedans sont également d'anciens joueurs de haut niveau de hockey qui sont maintenant dans la position d'être un papa de hockey. Et ils élèvent leurs enfants, ils l'éduquent et ils le poussent à atteindre au moins ce qu'ils ont atteint, mais même encore plus de ce qu'ils ont réussi. Donc, il y a aussi un élément du mal dominant ici, de l'énergie mâle. On parle des gars tough, les gars durs à cuire et cette masculinité, ce genre de choses. Il y a aussi l'élément de ne pas être en mesure de séparer qu'est-ce qui était possible en tant que joueur de hockey, mais qu'est-ce qui est permissible sur la glace versus aujourd'hui d'être assis dans le public et d'avoir un différent rôle. Donc, je crois qu'il y a ici un mélange intéressant. Il y a des papas de hockey qui sont le contraire, complètement le contraire. Ils ne peuvent pas croire comment les autres peuvent être comme ça parce qu'ils comprennent les normes et ils ne s'engageraient pas dans ce genre d'activité. I think I'm sort of running short on time, so I'll just try to move quickly. The other big thing that stakeholders et l'autre chose dont les partenaires parlent, c'est la tolérance qui est en place, de mettre en place la tolérance pour l'agression parentale quand elle se passe. Ils sont pas qu'ils ont le soutien des organisations. Donc, les organisations qui vont de ne rien faire et qui passent les problèmes sous silence, mais même de promouvoir ce type de comportement. Il y a un exemple où une organisation avait organisé un jeu de loto, un match de hockey mineur, et il y a un père en particulier qui s'enrage, qui crie des choses enragées, des insultes. Et que toutes ces choses faisaient partie du loto. Donc ça encourage un peu ce comportement. Donc aussi par certaines organisations qui ont parfois un entraîneur qui ne se contrôle pas, qui ne contrôle pas son agressivité et donc qui devient un modèle. Mais beaucoup de petites accroches contextuelles comme ça, d'encouragement contextuel. Souvent, c'est là des endroits où il y a de l'alcool qui est servi à certains jeux de hockey mineur. C'est là qu'on voit le plus de violence. Mais aussi en général, dans la plupart des cas, en général, si les gens ont bu avant le match ou s'ils ont des problèmes de dépendance d'autres substances, les choses qui se passent sur la glace qui escaladent, qui créent des choses, de la violence parmi les spectateurs où les gens se impliquent. En termes d'implication, des répercussions de cette recherche, d'orientation future, c'est la nécessité de changer l'orientation du sport au Canada,
pour changer cette mentalité de gagner à tout prix, se libérer, s'éloigner de cette mentalité pour penser au bien-être à long terme, justement des athlètes. Là où il y a les politiques sont en place, elles sont pas mises en place, elles sont incohérentes au sein des organisations, et puis elles ne sont pas assez positives et connues parmi tous les gens impliqués, parmi les entraîneurs et les joueurs et les parents, pour aussi la perception qu'il faut plus de formation, qu'il soit plus sur la durée, que ce soit pas juste sur un an, mais que ce soit une formation continue pour toutes les personnes impliquées dans le hockey mineur. Merci. Merci beaucoup, Chris. Ta discussion m'a fascinée et l'article que tu as écrit. J'ai quelques questions moi-même, puis ensuite on prendra les questions du public. Merci infiniment pour cette recherche vraiment fascinante. Et comme je travaille avec le sport sûr en Nouvelle-Écosse, et donc j'ai un intérêt particulier, tout particulier à l'idée de créer un environnement sûr et dont tu parles dans ton article, d'engager toutes les personnes impliquées. Une des choses qui est fascinante pour moi, c'est l'âge, de 7 à 12 ans. Et j'imagine que tu as parlé que c'était assez surprenant pour toi, mais est-ce que tu pourrais en parler un peu plus de qu'est-ce que tu pensais, en parler un peu plus, à quoi t'attendais-tu et comment ça t'a surpris ce groupe d'âge de 7 à 12 ans parmi les athlètes? Où la violence était la plus prévalente. Donc, quelques commentaires. Ce qu'on avait anticipé, c'est que les enjeux seraient plus hauts à mesure que les âges augmentaient et que devenaient plus compétitifs, qu'il y aurait plus d'agressions à ce moment-là. Mais ce qui était intéressant, c'est que en fait, cette hyper compétitivité commence à un âge beaucoup plus jeune. Et je pense que ça fait aussi partie de cette sur-implication des parents dans cette période de transition où les parents jouent encore dans leur propre ligue et puis de là, ils viennent s'asseoir dans les stands pour regarder leurs enfants. On appelle c'est une transition différente pour eux, au moins pour certains d'entre eux. Je ne veux pas dire pour tous les athlètes dans cette position, mais pour certains d'entre eux. Une autre chose que j'ai entendue dans notre région, c'est l'idée que de mettre un 5e arbitre, un 5e officiel parmi le public. Est-ce que tu as entendu parler de ça? Qu'est-ce que tu en penses? Oui, j'en ai entendu parler. J'ai pas participé à des débats là-dessus comme solution possible, mais je pense que c'est une des choses qui pourrait être importante. Mais parfois, ce travail, au bout du compte, c'est un travailleur de l'aréna qui est obligé de le faire, et c'est pas vraiment partie de du descriptif de leur boulot d'arrêter les bagarres, non? Donc, ce serait bien ce serait sûrement bénéfique s'il y avait quelqu'un qui était là pour ça et formé pour ça, pour essayer de les empêcher, ces bagarres. Et les questions continuent à arriver, mais j'en ai encore une pour moi. Est-ce que tu penses que les entraînements en pré-saison, ça pourrait aider à promouvoir un environnement pour le hockey plus sûr? Et je pense que cette recherche pourrait s'étendre à d'autres sports même. Mais est-ce que ça pourrait aider à créer, avec de l'éducation pré-saison, avant la saison, des dépliants? Les informations, ouais, je pense que pour tous les participants ont exprimé ça, que c'était une nécessité. Et tous les participants avaient été à une réunion d'1 heure peut-être, mais donc ça arrive, mais on a vraiment cette perception que ça devrait être plus cohérent, plus sur la durée et que tout le monde doit être impliqué. C'est pas seulement envoyer la mère à la réunion et le père est pas là et le père vient juste au jeu et
c'est que tous les parents doivent être d'accord et s'engager à suivre un certain code de conduite. Et je pense que ça revient un peu à l'idée du commentaire initial mon commentaire initial pour créer que tous les gens impliqués dans tous les sports doivent être impliqués pour créer cet espace inclusif et sûr pour éviter la maltraitance dans le sport. On a une question très bonne dans la boîte de discussion. Le commentaire, c'est merci pour cette présentation très intéressante. Est-ce que vos participants avaient une idée sur comment changer l'équilibre de pouvoir entre les parents et les coachs? Oui, je pense que pour la plus grande partie, ils ont remarqué que c'était noté comme un problème, mais ça relié à plusieurs autres problèmes. C'est qu'ils sentent que l'organisation soutient les parents et pas eux-mêmes quand il y a une dispute. Et certains parents, et surtout ceux qui font des dons à l'équipe, parce que personne ne veut perdre cette personne de l'organisation. Donc, partir de là, ce serait que les organisations vraiment maintiennent leur concentration sur le bien-être des joueurs, des entraîneurs, des arbitres, et de moins penser aux parents et aux contributions des parents et aux finances du hockey mineur. Et bien sûr, j'imagine que c'est une tâche difficile parce qu'ils ont besoin de ce financement pour pouvoir continuer. Merci. Je sais qu'on a juste quelques minutes. On a une autre question de la boîte de discussion. Jusqu'à quel degré est-ce que tu penses en tant que ce sport, en tant que la composante d'identité de ce sport impacte la violence? Je sais que on voit beaucoup de travail là-dessus sur les jeunes et leur identité. Jusqu'à quel degré le sport en tant qu'identité joue un rôle dans cette violence? Oui, je suis pas sûre de bien comprendre la question, mais je pense qu'il y a quelque chose comme j'ai parlé de la masculinité toxique et la formation d'identité masculine parmi les anciens joueurs maintenant pairs de hockey, donc qui maintiennent leur personnalité de gros dur et au lieu d'être concentrés sur le bien-être de leur fils et d'être calmes dans les stands. Donc, c'est vraiment un changement d'identité pour eux. Ils passent d'un rôle à un autre. Donc, ça doit être étudié de plus près et une partie de la pensée sur l'entraînement et la formation et comment mieux opérer cette transition, justement. Les réponses sont fabuleuses. Je suis vraiment contente d'en savoir plus, de suivre vos recherches à venir et je viendrai vraiment sûrement vous parler avec mes propres questions à propos de ma recherche à moi, pour les autres sports et pour continuer à développer ces recherches. Donc, merci infiniment et merci Curtis d'être venu partager les résultats de votre recherche et merci à tous de participer.